Salut, c'est Baptiste. Bienvenue dans l'émission Masolo. Masolo en lingala, ça veut dire tchatcher, bavarder, causer et c'est exactement ce qu'on va faire avec nos invités. On va parler de mode, mais pas que. Surtout mettre en lumière des projets inspirants dont on n'entend pas assez parler aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance de recevoir Dounia Won. Dounia, je suis très ravi de te recevoir. Merci beaucoup Baptiste, et moi aussi je suis assez honorée d'être invitée, c'est vraiment cool, j'ai hâte de cette discussion. Là je vais commencer ce propos par une présentation, et puis après tu n'hésites pas, s'il y a 2-3 rectifications à faire, tu me le dis. Donc tu es l'ex-chef de cabinet d'Antoinette Guhl, adjointe à la maire de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et de l'économie circulaire. C'est dur hein. J'ai dû le dire pendant 2 ans. Assez long. Collaboratrice de la représentante écologique Cécile Duflot, tu l'as accompagnée de 2010 à 2017 dans l'hémicycle, d'abord à la région Île-de-France, puis au ministère du Logement et enfin en tant que collaboratrice parlementaire de la députée, mais aussi en charge de la communication du groupe écologique au Parlement. Wow, ouais, t'as bien fait ton travail. Ah, super. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu préfères être assise au Sénat ou à un défilé d'une grande marque en pleine Fashion Week? Ni l'un ni l'autre. Je vais te dire pourquoi. Enfin, ça dépend où on est assis. Ok. Finalement, moi j'aime être derrière dans la cuisine, dans l'arrière-cuisine. J'aime voir le show, mais pas être sous la lumière. Je préfère diriger la lumière. Donc je veux être aux 2 endroits, mais pas au devant en tant que spectatrice, mais plutôt pour derrière avec ceux qui œuvrent. Et là, tu es au devant de la scène puisque... j'ai dû accepter ton invitation, donc effectivement, je suis sous les projecteurs aujourd'hui. C'est une très belle réponse. Pour commencer, c'est quoi ta définition de la RSE, Dounia ? Ma définition de la RSE telle que je la vis aujourd'hui, c'est répondre aux enjeux environnementaux et sociaux à l'échelle d'une boîte. Ça peut, selon où on se situe, mais en tout cas aujourd'hui dans mon rôle de directrice impact, chez Vestiaire, c'est comme ça que je vois la RSE. C'est rapporter ces sujets-là qui sont et qui doivent être au centre des sociétés, la société, mais aussi les sociétés, au cœur de l'entreprise. Très bien. Et tu vois, quand j'entends parler des RSE, moi, je me pose beaucoup de questions et on m'en pose souvent. Tu vois, j'entends beaucoup cette phrase qui dit que la RSE, ça sert pour ces grandes boîtes de se donner un peu bonne conscience finalement. Et au final, quand on creuse, parfois, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette interrogation ? C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce que ça a été longtemps aussi un outil marketing. Ça l'est devenu, c'est un outil très très fort de marketing. Je vais te donner un exemple. Avant-hier, dans les rayons du supermarché, je disais à mon fils de me choisir une confiture. Il est allé chercher une confiture bien connue de tous les Français. Et la ramené, j'ai dit ah non, faut qu'on aille chercher quelque chose de plus local. Donc je suis allée prendre un pot où il y avait un drapeau français en Île-de-France. En Île-de-France. Avec un coq dessus. Super, je vais prendre ça. Et je suis rentrée à la maison et en regardant au petit déjeuner ce matin, je me suis dit toutes les figues ne viennent pas d'Europe. Mais sans doute que le sucre de canne, qui d'ailleurs très certainement ne vient pas d'Île-de-France non plus. Je pense pas. Et assemblé en Île-de-France. Et donc, même moi, avec toute ma connaissance de ce pouvoir marketing, je me fais avoir. Donc, c'est un outil très, très dangereux parce que ça ne guide pas les consommateurs aujourd'hui. Ça a besoin d'être régulé par les décideurs politiques. Mais en même temps, ça met, je pense, un cadre dans certaines entreprises. Je pense sur la partie sociale, pour faire en sorte d'avancer, d'avoir plus d'équité et d'égalité au sein des entreprises. Je pense à l'égalité femmes-hommes, à d'autres enjeux sociaux qu'on peut retrouver dans les entreprises. Et sur la partie environnementale, de plus en plus, des moments de reporting où on doit dire ce qu'on fait, à quel point on a un bénéfice ou pas pour la société et pour l'environnement. Et ça, c'est pour ça que je te dis, je pense que c'est vrai et pas vrai. On avance. De plus en plus, il y a des standards et des régulations, mais on peut encore aller plus loin.
Après, les plus grands pollueurs sont ceux aussi qui mettent le plus d'argent dans la RSE. Merci Donia pour toutes ces explications. Et d'ailleurs, chez Vestiaire Collectif. Vestiaire, chez Vestiaire. C'est quoi tes missions? Juste brièvement pour qu'on comprenne et qu'on pose le sujet et qu'on comprenne pourquoi tu es présente aujourd'hui. Le plus brièvement, c'est de poser une stratégie et une vision comme on pense à une stratégie et une vision business. Ok. C'est le plus court que je puisse te faire. C'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est de dire où on a envie d'être et où on va aller sur les questions RSE dans les années futures. Donia, j'ai une surprise pour toi. Ok. Je pense que tu aimes bien les surprises. Ça dépend. Ça dépend des surprises. Là, tu vas vraiment être contente. J'ai amené une œuvre d'une artiste doreuse qui travaille l'or, qui dessine et grave des décors 22 carats, 24 carats. Et elle t'a réalisé quelque chose uniquement pour toi. Génial. Trop cool. Alors, je te laisse découvrir ton petit cadeau. Et je vais t'expliquer un petit peu le parcours de l'artiste. Je t'écoute en même temps. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui malheureusement, mais elle te salue. Et je la remercierai. Je vais donner son nom et son prénom. Elle s'appelle Lucie Monin. C'est une artiste doreuse qui maîtrise en fait, qui revisite ce savoir-faire depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc elle a commencé par les maisons de luxe, elle a notamment collaboré avec Balenciaga, Loewe, de très prestigieuses maisons de luxe. C'est personnalisé avec mes initiales et tout, c'est très chic. Ah, très chic. Chez Massolo, on ne fait pas les choses à moitié. Et en plus de ça, elle est capable d'apposer cette dorure sur tous les supports. Aussi bien dans le milieu de la mode que dans la déco d'intérieur ou même l'architecture. Donc ça peut s'adapter à tout type de domaine, à tout type de surface. Et il y a quelques années, elle a même été l'artiste de la semaine au Ritz, où elle a exposé une partie de ses œuvres dans le hall du Ritz. Ça me flatte. Donc ça me tenait vraiment à cœur de te donner un cadeau à ton image. Eh ben, merci beaucoup. J'ai une relation particulière à l'écriture en plus, donc je suis très contente. Eh ben, tu pourras écrire les meilleures de toutes tes petites notes ou des poèmes. Exactement. Alors j'écris plutôt des choses qui des billets de métro. D'accord, ok. Voilà. Bah, super. Et je lui dirai, en tout cas, je lui passerai le mot par rapport à... Merci Ariel, c'est très gentil. Super. Et ben là, on va enchaîner sur l'Afrique. Je sais que c'est un continent qui te parle. Ouais. On en a déjà discuté au cours de nos discussions hors caméra. J'aimerais savoir d'où te vient cet amour pour l'Afrique. Ça vient d'où? Ça vient de mon identité et de qui je suis. Mon père est sénégalais vietnamien et ma mère est marocaine. Elle est née, elle a grandi à Dakar. D'accord. Donc en fait l'Afrique c'est tout pour moi, c'est le continent où mes parents se sont rencontrés, c'est là où ma famille vit, c'est là où l'intégralité de mes frères et sœurs sont nés, sauf moi. Parce que mes parents sont arrivés en 80 à Paris. Peut-être que parce que je suis pas née là-bas, je pense que je suis celle qui a le plus grand attachement à ce continent. C'est quand même c'est une partie de moi, c'est chez moi. Tu vois, moi j'ai un petit peu ce même ressenti, tu vois, j'ai découvert l'Afrique à l'âge de 23 ans. Ouais. En 2016, pour la première fois, j'arrive au Congo, dans mon pays d'origine. Et à partir de ce moment-là, tu vois, j'ai commencé à faire beaucoup de projets en Afrique. Et c'est peut-être parce que j'ai découvert l'Afrique tard que j'ai eu envie finalement d'y voir un avenir, d'y voir plein de projets. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a une relation différente quand on n'a pas eu l'opportunité d'y vivre. C'est ça, d'y naître. D'y naître et d'avoir cette... Enfin, j'ai une espèce d'aimant qui me ramène toujours à l'Afrique, sachant que l'Afrique est quand même un grand continent, mais j'ai un attachement particulier avec le Sénégal, particulièrement, et le Maroc que je connais très bien, mais j'ai aussi adoré voyager dans d'autres pays. Et effectivement, et je pense qu'il y en a encore plein que je pourrais rencontrer. C'est une diversité de cultures et de mondes et d'une richesse assez incroyable. Tu fais cette transition parce que tu parles d'autres pays d'Afrique et moi j'aimerais te parler d'un autre pays qui est le Ghana. Au Ghana, tu as découvert une pépite, The Earth Foundation,
qui est très actif sur tous ces sujets de développement durable, de la mode. Et c'est toi qui l'as fait découvrir en Europe, en tout cas. Et j'aimerais que Paris, l'Europe, je pense. Et donc, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus. Donc, dans un premier temps, comment tu les as découverts? Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, comment tu travailles avec eux chez Vestirco? Alors, donc oui, Easy Wear Foundation, c'est une organisation, une ONG qui œuvre contre le gaspillage textile et tous les déchets liés au textile au Ghana. Le Ghana étant une grande plateforme de ce qu'on appelle, et ce que je déteste appeler seconde main, parce que c'est pas vraiment de la seconde main, mais qui est finalement juste le réceptacle de nos déchets européens et de pays pas que européens d'ailleurs pour être fair, des pays du Nord qui envoient tout leur surplus de vêtements qu'on surconsomme ici dans nos pays et qu'on envoie là-bas prétextant une seconde main, mais qui finit la plupart du temps pour 60% de ces 15 millions de vêtements qui arrivent toutes les semaines à la poubelle, sur les plages, dans des décharges à ciel ouvert. Et donc ça, c'est une organisation qui existait déjà, ils faisaient un travail incroyable. Et pour te dire la petite histoire sur Easy Wear Foundation et sur le Ghana, mon CEO m'envoie une vidéo, je pense, d'une ONG sur les océans. Okay. Et il y a des images magnifiques. D'ailleurs, il y a un partenariat avec une marque qui va découvrir ce qu'ils font sur le bateau. Et je me dis, c'est vrai, en fait, finalement, nous, on ne fait pas que de vendre et demander à des gens de vendre et d'acheter des vêtements. On croit en quelque chose. L'idée de Vestiaire Collective est née de cette envie de lutter contre le gaspillage textile. Alors, montrons notre côté activiste aussi, okay. D'autant plus que je connais cette partie de l'Afrique où il doit certainement avoir ces sujets-là et des gens pour s'y intéresser. Et donc, c'est une idée de minuit et demi qui s'est transformée finalement en une grande collaboration qui a duré plusieurs années, qui dure encore, avec un échange avec ce pays et avec cette organisation. Je pense que c'était très structurant. Et qu'est-ce que tu fais en fait avec cette fondation pour que tout le monde puisse bien comprendre? Oui, la première année, c'était déjà aller constater, voir... constater, c'est pas le bon mot, mais aller voir ce qui s'y passe, parce que moi, ces sujets environnementaux et sociaux, dans toute ma carrière, j'ai parlé des problématiques environnementales et sociales en France, puis maintenant dans l'industrie de la mode, mais le voir de tes yeux, ces images-là, je les connaissais par cœur. J'avais l'impression de connaître ce problème, et c'était, et à chaque fois d'ailleurs que j'en parle, je trouve ça me prend tout le temps, cette émotion revient, c'est arriver sur place et te dire, ok, en fait, nous, quand on va chez un Zara, un H&M, un Shein, c'est ça. C'est ça, ouais. Pour s'habiller, pour aller à un mariage, pour aller retrouver des potes, pour être... je sais que s'habiller, c'est aussi montrer son identité, mais ça détruit des communautés entières, des familles, des enfants, une agriculture, un pays en entier. Et j'y suis allée un peu pour... je sais pas trop bien ce qui m'a animée pour mon départ, mais en tout cas, je sais que je suis revenue changer. Et je pense qu'effectivement, alors, je serais allée au Chili, je pense que j'aurais eu le même sentiment, enfin, cette gravité quand même, mais le vivre sur le continent qui m'est très cher, à la fois en colère et envie de me battre encore plus dans cette industrie pour qu'on arrête. Donc ça, on a fait un échange. Nous, on y est allés et on a accueilli du coup une délégation du Ghana. C'était la première fois que ces gens... donc, il y a l'organisation qui travaille avec le marché de Catamento. Et dans le marché de Catamento, il y a différents corps de métier. Il y a des upcyclers, il y a des gens qui vont revendre de la seconde main, des revendeurs basiques qui récupèrent des balles de vêtements, qui vont trier et revendre, qui vont trouver ou non acheteurs. Il y en a qui vont reteindre les jeans pour qu'ils soient quand même... dans une qualité ok pour les gens. Les gens n'ont pas envie d'arriver et d'acheter des vêtements déchirés. Ils veulent quand même une certaine qualité. Bien sûr. Aussi ils ont aussi des standards. Et donc c'est toute une économie, toute une société qui s'articule autour de ces déchets textiles qui sont vendus comme de la seconde main à ces gens. Et ensuite, pour eux, les textiles, la fast fashion,
ils l'ont jamais vu de leur vie. Ils sont jamais rentrés dans un H&M. Dans un Zara. Dans un Zara, il y a des designers qui font aussi des choses... Je pense que j'avais jamais rencontré des gens aussi créatifs, une communauté de créatifs hyper forte, parce que je pense que tu n'as aussi pas le choix, en fait. Quand c'est là, il faut faire avec la problématique, et je pense, depuis longtemps, par exemple, dans le continent africain, un jour, je lisais un livre sur la frugalité, et je me disais, mais... moi, depuis toujours, quand je vais au Sénégal, je vois des gens qui font de la réparation et de l'upcycling. Personne n'a décidé que c'était un concept, mais c'est juste la manière dont on vit les choses. C'est un quotidien. Ouais. Exactement, c'est un quotidien. Et donc là, l'idée, c'était de faire en sorte de faire venir aussi ces gens de cette communauté, donc une délégation de différents corps de métier de ce marché de Catamento, et de les faire venir en France pour voir ce que c'était, voir la réalité de la mode, par exemple. Très intéressant. Voir donc ils ont vu les enseignes qu'ils voient sur les plages. Une des choses qu'ils avaient demandé, c'était d'aller dans les enseignes. Ils sont rentrés dans les Zara, ils sont rentrés dans les H&M. Et pour voir, moi je rentre plus, maintenant j'essaie de consommer seconde main ou plus des jeunes créateurs. Mais c'était quoi leur... C'était une vraie découverte. C'était quoi leur premier... Enfin, qu'est-ce qu'ils ont ressenti la première fois? Une des membres de la délégation a dit assez naturellement, mais this is shit. Ok. En anglais, du coup. Ouais. C'est vraiment de la merde. Ouais. Enfin, il n'y a pas de surprise. On comprend pourquoi. Parce que eux, quand même, c'est des gens qui font ça depuis très longtemps. Donc, ce marché, il existe et c'est c'est même le plus gros en Afrique. Mais... ils voient la détérioration de qualité. Bien sûr, ouais. Ils voient que de plus en plus, maintenant, dans les balles reçues, c'est plus des vêtements de qualité comme avant. On ne se sait pas... en plus, avec les plateformes de revente, telles que Vinted, par exemple, les gens ont tendance à vendre leurs vêtements plus qu'à les donner. Exactement. Dans les donations, ensuite, il y a un tri assez discriminant qui est fait entre les ONG françaises, les pays de l'Est, puis ce qu'ils appellent le mix tropical, qui sera ensuite envoyé en Afrique. Et donc, ils récupèrent des choses qui ne sont plus vendables. Je crois que chez Vestiaire Co, vous avez interdit la vente de fast fashion. Ouais, on a banni, donc c'est aussi dans la suite de ce programme, on a banni des marques de fast fashion parce qu'on voulait dire de manière assez politique et réelle qu'on ne voulait pas encourager. En fait, donner une plateforme de revente, donner des opportunités aux gens de revendre, c'est ne pas les éduquer en amont sur « il ne faut pas l'acheter au départ ». Et ce modèle ne convient pas. Je ne dis pas que quand tu achètes aujourd'hui du première main H&M, tu achèteras du seconde main Hermès. Mais si tu achètes du première main Zara, tu peux acheter du seconde main Isabelle Marant. Ou aujourd'hui, tu vas regarder, les gens pensent que Burberry, c'est comment on appelle ça, une gabardine Burberry. Tu peux trouver ça à moins de 100 € sur Vestiaire, et c'est des pièces qui sont... qui durent dans le temps, quoi. Qui durent dans le temps, qui ont été conçues pour durer dans le temps. Et on demande aux gens de faire un choix plus éclairé et changer leur mode de consommation. C'est ce en quoi on croit. Mais effectivement... Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on travaille avec le continent africain, à tout niveau, en termes de réalité locale, en termes de culture? Parce que, tu vois, quand tu te rends au Ghana, quand les Ghanéens viennent en France, il y a toute une réalité derrière, il y a des cultures qui sont différentes. Et puis il y a ce que tu penses être de la logique. C'est ça. Moi, de mon confort ici, même avec mon expertise sur le sujet, quand j'ai rencontré les officiels de la ville de Accra, je me demandais, mais comment ils peuvent ne pas traiter... Quel est le problème avec le système de déchets? Comment on ne peut pas prendre exemple, par exemple, sur ce qu'on fait à Paris? Et d'ailleurs, ils ont un échange et un partenariat avec la ville de Paris pour apprendre justement et être de plus en plus performants sur la gestion de déchets. Et ils m'ont assez naturellement dit, mais ça ne marche pas comme ça. Par exemple, je te donne un exemple bête, assez rapide, sur le lombricomposteur. Aujourd'hui, tout le monde fait du compost. Ça ne marche pas au Ghana, parce que la nourriture qu'on mange, que les gens mangent là-bas, la farine de manioc, ça passe très mal dans la terre. C'est pas possible d'avoir on ne peut pas copier-coller des systèmes qui existent ou qui fonctionnent pour nous en Europe, qui fonctionneront de la même manière à cause du climat, à cause de ce qu'on mange, à cause de la culture derrière. Et ça, c'est assez... ça te remet à ta place. C'est intéressant, en fait, on ne peut pas transposer
ces modèles. Toutes les solutions ne sont pas transposables. On peut juste parler d'adaptation, on peut juste s'adapter, mais la transposition, il faut s'adapter, il faut être créatif, il faut être innovant, il faut réfléchir aux problématiques avec les gens qui vivent la problématique. Parce que moi, je pouvais continuer à penser que finalement, la gestion des déchets, c'est pas si compliqué. Pourquoi les gens ne payent pas une taxe? Sinon, les gens, en fait, ils ont essayé d'imposer une taxe, les gens jettent leurs déchets dehors. C'est pas le même système, il faut se décaler de notre pensée. C'est important de voir qu'il y a plusieurs cultures européennes, et puis essayer de se dire de s'adapter, donc très important. Moi, je propose qu'on mette en place un grand projet de gestion des déchets à grande échelle pour les pays du Sud. J'espère en fait qu'un jour, ils récupéreront monétairement de l'argent, parce que finalement aussi le cœur, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Aujourd'hui, les metteurs en marché, ils donnent de l'argent à on appelle ça l'éco-contribution. Ils payent pour la gestion de la fin de vie des vêtements. Mais finalement, la gestion de la fin de vie des vêtements, elle n'est pas absorbée complètement par les pays du Nord, parce qu'on n'a pas la capacité. On n'a pas la capacité, ni l'industrie derrière, pour gérer tout ce qu'on consomme. Et pour la revaloriser, en fait. Ton vêtement dans une borne, dehors, tu penses que tu fais un don, mais la plupart du temps, et un gros pourcentage finit en Afrique. Et ensuite, eux ne récupèrent pas une partie de l'éco-contribution qu'on n'a pas traitée. Donc nous, on prend l'argent, finalement. Et on envoie tout. Et on envoie ensuite ce qu'on appelle, enfin moi j'appelle ça des déchets, mais eux, tu n'as pas le droit d'envoyer des déchets comme ça. Donc de manière assez intelligente, on envoie de la seconde main, mais de la seconde main en fin de vie qui n'est plus valable, parfois. C'est pour ça que j'ai fait mon projet La Mode Européenne que tu connais. Mais et justement, il y a cette volonté d'apporter des produits de qualité, tendance, et surtout qui sont utiles pour le continent africain, et pour qu'on arrête, en fait, je pense qu'il ne faut pas arrêter d'envoyer des vêtements, parce que derrière il y a de l'économie, et tu disais c'est le nerf de la guerre. Il faut arrêter d'envoyer des déchets. Il faut bien le faire, voilà, exactement. Il faut arrêter d'envoyer des choses. Moi j'ai passé une matinée à défaire ces balles de 50 kilos avec les femmes qui vendaient ensuite sur le marché. Il y a une grosse partie, alors qu'elles ont payé. Pour elles, le jeudi c'est jour de Paris, elles disent. Parce qu'elles parient leur argent de la semaine. Elles peuvent avoir une balle de 50 kilos avec tout est taché, déchiré. Donc, elles ne peuvent pas revendre. Les gens ne veulent pas... Et puis derrière, elles ont toute une famille qui compte sur elles. Il y a des familles, il y a toute une économie qui marche en plus au jour le jour, à la monnaie, à la pièce. Donc, si on ne vend pas ce qu'on a, si on a mal parié, si on est tombé sur la mauvaise balle, ça a des graves conséquences. Les gens ne peuvent parfois pas regagner leur domicile parce qu'ils doivent payer le loyer à la journée. C'est ça. Ce qui est le cas des porteuses, les Kayaï. Tu vois, moi j'ai un objectif à long terme, ce serait vraiment d'avoir un centre de tri pour réguler tout ce qui est envoyé en Afrique. Exactement. Donc souhaite-moi bonne chance dans 10 ans. Je te souhaite bonne chance et je serai derrière toi. Je suis là. Parce que vraiment, c'est ce qu'il faut. Mais il faut aussi dire que de plus en plus, parce que aussi notre rôle c'est de faire... donc Vestiaire fait aussi cette partie de lobby auprès des décideurs politiques pour qu'on change cette partie-là. On est allé pitcher à l'Europe, on essaie de parler à tous les gens qui ont un pouvoir de décision dans cette chaîne pour faire en sorte que l'éco-contribution soit redistribuée en Afrique. Et qu'on ne garde pas cette richesse finalement qu'on ne traite pas. Ou alors, on traite nos déchets comme il faut ici en Europe. En Europe, ouais. Dounia, d'un point de vue perso, tu sais, moi je suis un grand curieux. Tu as un parcours très atypique et je pense que c'est ça qui fait ta force. Comment on passe de chef de cabinet, donc plutôt dans le public, à Vestiaire, donc plutôt une entreprise du domaine privé? C'est toujours des questions plus difficiles pour moi, celle-ci, parce que tout a été hyper naturel. J'ai pas conceptualisé un passage, j'ai pas pensé stratégiquement qu'il fallait que je fasse ça. J'ai souvent, et la réalité, c'est fait des rencontres qui m'ont permis ensuite de construire une carrière. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, même quand je recrute des gens, quand je rencontre des gens que je ne connais pas, c'est principalement parce que j'aime
cette rencontre humaine. Donc comment on passe, je pense qu'il y a un fil rouge qui est ce pourquoi je crois et mes idées qui sont le social et l'environnemental, et ça je pense que c'est assez lié. Je ne serais pas partie travailler pour une entreprise pétrolière ni pour un fabricant de tabac. J'ai mes limites et puis j'avais pas envie de ça, j'avais besoin de quelque chose qui soit au moins une caisse de résonance. Et pourquoi j'ai été tentée? Parce que ça me donnait en tout cas le sentiment que ce que j'allais faire allait être impactant à une échelle différente. C'est ce que j'ai recherché dans le monde du privé et en tout cas les fondatrices m'ont convaincue de leur volonté et détermination à vouloir faire autre chose que juste acheter et vendre. Parce que ça, je pense qu'il y a des gens qui ont fait de l'e-commerce, des écoles de commerce qui font ça très bien. Moi, je voulais faire en sorte qu'on soit des gens qui soient acteurs du changement et vraiment créer le changement dans l'industrie de la mode en France et ailleurs d'ailleurs, plutôt mondialement. Et avec tous ces engagements, est-ce que quand tu rentres le soir chez toi, tu as envie de souffler et te reposer, ou tu continues encore à être engagé même hors de ta vie professionnelle? Je pense que je vis avec mes contradictions. D'accord. Parce que parfois j'ai envie de souffler, de pas y penser, et quand tout le monde me dit « Ah, t'as vu, elle a pris l'avion pour... elle a racheté encore un truc chez Zara. Dis-lui, toi, Dunia, qu'il faut... » En fait, des fois, j'ai pas envie. Des fois, j'ai envie de pas être la police. Et en même temps, parfois, ça me ronge, donc ça dépend. Quand on est arrivé tout à l'heure hors caméra, je disais à quel point j'étais en colère de voir si peu de diversité dans l'écosystème French Tech français. Alors qu'il y a des entrepreneurs... Il y a des entrepreneurs, il y a des femmes entrepreneurs, et il reste encore si peu de diversité. Et donc j'ai envie d'être dans ce combat, et parfois je me sens seule. Je suis là, t'inquiète, Dunia, je suis là. Voilà, parfois je me sens seule et j'ai du mal à voir le bout. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde, on a des up and down, quoi. Exactement, et en tant que maman, tu penses que c'est important d'éveiller la jeunesse sur tous ces sujets qui sont pour moi... en tout cas, éveiller ma jeunesse, celle qui vit chez moi, oui. Donc ils sont obligatoires, ils sont engagés à fond. Eux, ils n'ont pas le choix. Enfin, ils sont engagés, j'essaie de les éduquer. Est-ce qu'ils seront engagés plus tard? J'en sais rien, et ce sera leur choix. Mais ils sont... Tu leur montres le chemin. Je les éduque, je les sensibilise sur ces questions qui me sont chères, parce que j'ai pas envie qu'ils soient idiots. En plus, moi j'ai 2 garçons, donc j'ai envie qu'ils soient... qu'on se dise « Ah, leur mère a fait du bon travail. » Super, j'en en doute pas en tout cas. Si tu avais un message à passer à tous ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, ce serait lequel? J'y ai réfléchi tout à l'heure et... J'en ai trop. Alors du coup, je vais me concentrer sur un. Je pense que je dirais qu'il faut être audacieux, qu'il faut frapper aux portes. En fait, je te le dirais pas à toi, parce que je pense que c'est par exemple ce que tu as fait de manière très naturelle, de venir me voir, donc je le dirais aux gens. Je dirais d'être audacieux, d'avoir du courage, de vraiment de saisir les opportunités. Et en fait, il ne peut rien se passer à part des gens qui vous refusent ou qui vous ignorent, mais il y aura toujours quelqu'un pour vous ouvrir la porte. Et je pense que c'est le message que j'essaye d'avoir tout le temps au quotidien, pour me dire que derrière moi, je ne ferme pas la porte, mais j'essaye de faire la courte échelle qu'on a pu me faire moi aussi quand j'étais jeune et débutante. C'est un super message, c'est très beau, et moi, tu vois, c'est un petit peu mon leitmotiv. Parce que tu vois, on n'a pas forcément des parents qui sont dans l'économie sociale et solidaire. On n'a pas forcément les parents, on n'a pas forcément les écosystèmes, on n'a pas forcément les contacts. Mais on peut, tu vois, pousser certaines portes, et je pense que c'est pas juste en restant dans son lit et en réfléchissant à comment faire pour être acteur du changement qu'on l'est. Je pense qu'on est acteur du changement en faisant des réelles actions. Exactement. Donc c'est un super beau message. Et j'ai une dernière question. Oui. En fait, tu vas me la poser et j'y répondrai avec plaisir. Ah, c'est moi et ma question. C'est ta question à toi. Ok. Alors, c'est à toi de jouer. Si aujourd'hui tu avais une baguette magique, on va rester dans le textile. Ok. Je ne te dirai pas de changer ta vie perso. Mais si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans l'industrie de la mode? Si j'avais une baguette magique, celle de Harry Potter par exemple. Ouais, par exemple. Je suis très fan de Harry Potter. Je pense que je changerais, comme je t'ai dit, ces mouvements de l'Europe vers l'Afrique qui sont pas assez régulés.
et qui amène plus de désastre qu'autre chose. Je prendrai que ce qui est utile, aussi bien pour des boutiques comme la mienne, une boutique solidaire, mais aussi bien pour ces revendeuses qui achètent les ballots, pour qu'elles aient 100% des vêtements qui soient vendables et surtout qu'elles puissent nourrir et puis s'occuper de leur famille convenablement, décemment. Merci Donia pour cet échange, c'était incroyable, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à toi, c'était hyper intéressant. C'était Ma Solo et à très vite pour le prochain épisode.